L'Assemblée nationale qui a donc rejeté cet article 2 du texte de loi créant l'index senior en entreprise. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion. On l'a compris, c'est un revers pour le gouvernement, pour la majorité. On sait ce qui s'est passé a posteriori, et puis après on part sur une lecture plus économique des choses. Ce sont des députés Renaissance qui n'étaient pas là. Il y a 30 députés républicains qui ont fait défection, enfin qui ont voté contre. C'est surtout que LR, effectivement, a voulu faire un peu un coup. Il savait que c'était pas un article, l'article le plus important et surtout qui était préféré dans le groupe. Et ils ont voulu montrer qu'ils pouvaient infliger une défaite au gouvernement. Et d'ailleurs, à assez peu de frais, puisque finalement, la version qui va passer, tout ça va passer au Sénat et peut-être que l'indice senior pourrait revenir au Sénat. Et donc, c'était l'occasion de faire un coup politique et de donner un gage à ceux qui, dans le groupe Les Républicains, ne sont pas très favorables à la réforme finalement. Sachant que juste avant, la Première ministre avait déjà envoyé, fait une concession, une ouverture, en disant que les salariés qui ont commencé à travailler à l'âge de 17 ans, dans le cadre du dispositif des carrières longues, pourraient partir à la retraite à 60 ans. Il y avait eu cette ouverture, nouvelle ouverture qui a été faite. Oui, tout à fait, mais ça ne convient pas à l'aile, pardon, la plus, si j'ose dire, frondeuse de LR, qui considère que le projet de réforme du gouvernement n'est pas du tout assez social. Eux, ils voudraient au minimum que toutes les carrières longues puissent partir au bout de 43 ans de cotisation, ce qui ne sera pas intégralement le cas pour tout le monde. Alors pourquoi le gouvernement ne prévoit pas de telles mesures? D'abord parce que ça coûterait cher, et puis surtout l'argument c'est de dire, mais dans la réforme Touraine, il y a des gens en carrière longue qui travaillent, qui auraient travaillé, quand il y aura 43 ans de cotisation pour tout le monde, plus longtemps, ils auraient travaillé 44, voire 45 camps de cotisation pour atteindre l'âge légal. Donc, nous, on veut bien faire atténuer le coût pour les carrières longues, mais pas au point d'aller plus loin que ce que prévoyait le système actuel, parce que ça coûterait beaucoup trop cher. Ce qu'il faut savoir sur le fond, hein, David, c'est peu souligné, mais en fait, les carrières longues ne correspondent, si c'est un dispositif à la maille très, très, très large, c'est-à-dire que, en fait, ceux qui sont dans les dispositifs carrière longue ne sont souvent pas les pensionnés, ceux qui se retrouvent avec les pensions les plus faibles, les plus faibles. Contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas les Français les plus fragiles qui ont souvent, eux, eu des carrières hachées et qui peuvent avoir commencé leur carrière plus tard parce qu'ils ont eu des difficultés d'insertion sur le marché du travail. Donc, il faut avoir en tête que les carrières longues, certes, on peut se dire c'est dur de travailler pendant 44 ans. Bon, d'abord, il y a toute la question de savoir comment on valorise des études, hein. Est-ce que c'est un effort individuel qui fait qu'on va faire des études ou c'est parce qu'on est déjà favorisé par son milieu familial, etc. Mais par ailleurs, les carrières longues, il y a des gens, quand on regarde la distribution des pensions une fois qu'ils sont à la retraite, il y a des gens parmi les pensions les plus aisées. Donc, il faut faire très attention avec les carrières longues, à mon avis. Bon, juste, Marc, il y a un tiers des 18 milliards d'euros d'économies qui sont rétrocédés par le gouvernement dans ces mesures d'accompagnement sur les pensions à 1200 euros. Et on en parlera parce qu'il y a eu tout un pataquès autour de la réalité du nombre de personnes concernées par cette mesure d'accompagnement. Sur les carrières longues, est-ce que le gouvernement, c'est une question encore un peu politique, mais a donné suffisamment de gages à la droite pour qu'elle vote le texte, sachant que les dirigeants républicains ont adopté à une écrasante majorité un avis favorable sur cette réforme des retraites? Alors oui, ils ont adopté cet avis favorable, mais dans le texte, d'ailleurs, c'est à mon avis pas un hasard si Elisabeth Borne a fait son annonce de concession pour les personnes qui ont commencé à 17 ans ce jour-là. Il y avait quand même une petite ligne pour dire, attention, nous, on veut des ajustements sur le dispositif carrière longue, on veut que les gens qui ont commencé à travailler tôt ne partent pas après 43 années de cotisation. Est-ce que ça va suffire? C'est difficile à dire. Chaque député, les Républicains, considère qu'il a été élu plus sur son nom que sur l'étiquette du parti, puisque le parti a subi une grosse défaite et donc peut avoir ses propres enjeux électoraux, sa propre vision de la réforme des retraites, considérer qu'elle n'est pas assez sociale.
Et donc là, on voit bien qu'Aurélien Pradier, par exemple, le député du Lot, lui, il veut absolument que toutes les carrières longues ne fassent pas plus de 43 ans de cotisation. Et donc là, on n'y est pas encore. Et donc ça pourrait un peu compliquer les choses. D'autant qu'à une époque, il avait même une exigence plus élevée. C'est-à-dire qu'il disait qu'à partir de un trimestre, enfin un mois de travail avant 20 ans, ou même avant 21 ans, il fallait que tout le monde parte au bout de 43 années de cotisation, alors que les carrières longues, c'est un dispositif qui contient des conditions qui sont beaucoup plus restrictives. Il faut avoir quand même travaillé d'une façon significative 4 à 5 trimestres avant certaines bornes d'âge, avant 21 ans, pour y avoir droit. Donc là déjà, Aurélien Pradier, il en a rabattu sur ses ambitions. Et donc, si on ne lui donne pas toutes les carrières longues, est-ce qu'il va voter la réforme? Et est-ce que certains de ses collègues vont voter la réforme? Mm. C'est pas dit du tout. Sur la question des pensions minimum à 85% du SMIC à 1200 euros, les oppositions hurlent au mensonge du gouvernement. Est-ce que c'est un mauvais procès ou est-ce qu'il y a eu tromperie sur la marchandise parce qu'on a compris que ça serait brut et pas net et manifestement pas pour tout le monde, hein. Alors, sur la question du brut et pas net, ça avait toujours été dit. Après, il y a ce que le gouvernement dit et ce que les gens entendent. Il y a malheureusement aussi, sur les plateaux, on résume la mesure en deux phrases. Et donc, souvent, effectivement, il y a certains ministres qui ont été un peu imprudents, qui ont donné la sensation que peut-être tout le monde aurait 1200 euros brut de pension. En fait, quand on écoute attentivement le gouvernement, je crois qu'il n'y a pas un seul journaliste qui suit le sujet des retraites qui a vraiment cru que la pension minimale serait à 1200 euros. Et sinon, il n'y a plus besoin d'avoir un minimum vieillesse, hein, qui est le filet de sécurité quand on n'a pas cotisé assez. Vous savez que le minimum vieillesse a été revalorisé de façon assez conséquente pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est ça le véritable filet de sécurité. Là, la pension, ce qu'on dit la pension minimale, c'est pour ceux qui ont cotisé toute leur vie à carrière complète. Et quand on allait dans les réunions organisées par les ministères qui étaient en charge des dossiers, il était très clair que c'était pour des gens à carrière complète. Que c'était pour des carrières complètes à temps plein. On ne peut pas imaginer quelqu'un qui est payé toute sa vie 800 euros se retrouve avec une retraite de 1200 euros. Ou alors, ça aurait été une mesure bien différente. Et ça, je pense que peut-être aussi, nous, les journalistes, on n'a pas assez expliqué ces nuances parce que c'est objectivement extrêmement complexe. Parce que, en fait, le minimum de pension, il est proratisé en fonction du nombre de trimestres que vous avez effectué dans votre carrière. Donc, 1200 euros, effectivement, c'est un slogan. C'est pour ceux qui ont eu une carrière complète, à temps complet, au SMIC toute leur vie. Et donc, effectivement, il n'y a pas tant de gens qui auront Justement, la question ces c'est du 1200 combien de euros. personnes. Olivier Véran parlait, porte-parole du gouvernement, parlait de 2 millions de personnes concernées. On sait combien de personnes vont toucher cette retraite, cette pension à 1200 euros? Alors, Olivier Dussopt a donné des chiffres, c'est difficile à calculer parce qu'il faut faire des projections sur ce que les futurs retraités auront comme véritable carrière. Est-ce qu'ils auront la possibilité, ces retraités modestes, enfin ces personnes aux revenus modestes, de faire toute leur carrière au SMIC et d'atteindre la durée de cotisation nécessaire? Donc, il faut faire tout un tas d'hypothèses. A priori, on sait que 1,8 million de retraités actuels vont voir leur pension revalorisée, pas forcément toutes du maximum de 100 euros, hein, c'était ça finalement pour ceux qui ont leur carrière complète. Et puis après, sur les flux de nouveaux retraités, chaque année, il y a 800 000 personnes qui partent à la retraite et sur ces 800 000 personnes, il y aurait 200 000 personnes qui auraient une revalorisation, mais qui, encore une fois, ne sera pas forcément de 100 euros. Ça dépendra en fait du profil de sa carrière et ça peut être des sommes qui vont de quelques dizaines d'euros à quelque chose qui s'approche de 70-80 euros. Euh, Apparemment, le chiffre qui a été donné par Olivier Dussopt sous la pression, avec plein d'hypothèses, c'est que 40 000 nouveaux retraités par an toucheront effectivement une retraite à 1200 euros brut après une carrière complète. Voilà, c'est 40 000 par an, mais encore une fois, il y a tous ceux qui vont voir leur pension revalorisée d'un montant moindre et qui n'attendront pas 1200 euros. Ça reste un progrès par rapport à précédemment. Et je crois que tout le monde gagnerait à être un peu plus précis. Quand vous lisez des articles sur qui va toucher le minimum de pension et de combien, c'est affreusement compliqué. Il y a des pages et des pages à lire, donc c'est sûr que il y a eu des résumés.
Et les journalistes généralistes ont laissé donner des résumés qui ont donné la sensation que la mesure était peut-être plus large que ce qu'elle n'était, mais à mon sens, il n'y a eu aucune volonté de mentir et de faire croire que cette mesure toucherait tout le monde et qu'en fait, elle touche beaucoup moins de monde. Marc, avant de se quitter, l'opinion ne veut toujours pas de cette réforme, elle soutient les mobilisations. Est-ce que le gouvernement est en difficulté là sur cette réforme? Ah bah, clairement, oui, clairement, ils n'ont pas été capables suffisamment d'expliquer le pourquoi de la réforme, ils ont varié d'arguments, et puis l'ambiance générale est hostile à cette réforme, hein. Je crois qu'on a perdu de vue quel était l'intérêt d'une telle réforme. Le gouvernement a à un moment dit bah, c'est pour financer d'autres postes de dépenses publiques, ce qui est factuellement vrai, mais était inentendable. Donc après, ils ont arrêté de parler de cet argument, parce qu'on les a accusés de vouloir piquer dans les caisses de retraite pour financer autre chose, ce qui est aussi totalement faux. C'est-à-dire que, en fait, si on maîtrise les dépenses publiques consacrées aux retraites, à déficit donné et à dette donnée, bah, on peut consacrer plus d'argent, plus de dépenses publiques à d'autres postes et par ailleurs faire travailler les gens plus longtemps, bah, ça fait rentrer de l'argent non seulement dans les caisses de retraite, mais aussi dans tous les autres systèmes sociaux, ça fait rentrer plus d'impôts. Donc c'est vraiment une réforme qui permet de financer tout un tas d'autres politiques qui permettent d'augmenter les taux d'emploi, qui est une exception française. Le taux d'emploi des seniors en France, c'est une exception, c'est très bas en Europe, et donc c'est pour ça qu'on a des problèmes de financement de la protection sociale en général. Alors toute la question, c'est de savoir si on fait augmenter ces taux d'emploi avec une réforme des retraites qui recule l'âge de départ à la retraite, ou est-ce qu'il faut d'abord traiter l'emploi des seniors, prendre d'autres mesures qui feraient augmenter l'emploi des seniors avant de faire une réforme des retraites. Je crois que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. En dehors d'une réforme des retraites, il faut le dire clairement, personne ne sait exactement comment réellement augmenter l'emploi des seniors. C'est très difficile, ça prendra des années. Et en fait, il y a une mesure, c'est le recul de l'âge de départ à la retraite qui donne un signal aux entreprises. Ça leur donne ce qu'on appelle un effet horizon. C'est assez bien établi quand même dans des études économiques. Les entreprises, elles se calent sur l'âge affiché par la loi pour dire vous pouvez partir à la retraite et elles adaptent leur politique RH, elles adaptent leur politique de formation. Elles se disent bah, lui, il faut que je le fasse rester dans l'entreprise jusque vers 64 ans. Alors parfois, elles les mettent à la porte avant parce que ça arrange tout le monde, etc. Mais on voit que quand on est passé de 60 à 62 ans, bah, les entreprises ont décalé leur politique de départ de 2 ans également. Et donc, ceux qui étaient en emploi ont gardé un emploi 2 ans de plus. Et donc, ça a augmenté le taux d'emploi des seniors. La question, c'est pour ceux qui ne sont pas en emploi au moment du départ à la retraite. Et il y en a. Et donc là, effectivement, ça risque d'augmenter un peu la précarité de ces gens-là. Et donc, toute la question, c'est comment on fait pour les remettre au travail et pour leur Eh permettre oui. de retrouver un travail et de ne pas être plus longtemps dans des dispositifs de filets de sécurité sociaux ce qui serait un peu un échec. En 30 secondes, juste, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, est persuadé que cette réforme sera votée au Parlement sans avoir recours au 49.3. C'est de la spéculation. Évidemment, tout Bien dépendra sûr, de... il peut pas dire autrement, David. S'il disait autrement et qu'il disait, ah, bah, je suis pas sûr que cette réforme va être votée, qu'est-ce qu'on Non, mais tout écrirait, qu'est-ce dépendra de qu'on la droite. dirait? On y revient. Donc voilà, c'est effectivement, il espère que le groupe LR va finalement soutenir une réforme pour laquelle ils se sont battus pendant des années, ils ont plaidé exactement la même réforme au Sénat pendant des années. Ils ont fait voter des amendements qui demandaient d'adopter cette réforme. Donc pour des raisons évidemment électorales et puis parce que certains députés disent bah voilà il faut réorienter la droite, il faut qu'elle soit plus sociale, sinon on perd tous nos électeurs. Donc on ne peut plus soutenir ce genre de réforme. Bah évidemment ils sont beaucoup plus réticents à la voter aujourd'hui qu'elle est présentée par la majorité. Euh, on ne sait pas s'ils vont se dire à la fin bon bah on a obtenu des choses, on la vote et voilà, ou si bah, ils vont dire une certaine partie de DLR vont continuer à dire c'est insuffisant, on ne peut pas voter une telle réforme. On voit l'impopularité de cette réforme. Il est difficile d'aller contre ses électeurs, donc c'est évident que ça va être difficile pour les LR de soutenir une réforme aussi impopulaire. Allez, merci beaucoup. Explication signée Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion. Merci Marc. Ciao. Merci David.